Ce soir, nous consacrons notre débat à une génération en danger. À Gaza, près d'1 million d'enfants tentent de retrouver une vie normale depuis le cessez-le-feu. Mais comment parler de normalité quand les bombardements continuent, quand les enfants souffrent de malnutrition, quand ils n'ont pas de toit, quand presque toutes les écoles ont été détruites? Gaza, les enfants en première ligne. Pour en parler, Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, auteur du livre Le Proche-Orient, miroir du monde aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lucille Grosjean, vous êtes directrice de la communication, du plaidoyer et des programmes de l'UNICEF mobilisés sur la protection et l'éducation des enfants en zone de conflit. Bonsoir à vous. Merci également. Et en duplex, Rami Abou-Jamous, l'un des rares journalistes francophones dans la bande de Gaza. Votre témoignage sur la situation sur le terrain nous est précieux. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, Lucille Grosjean, on va regarder le travail de l'UNICEF sur le terrain et on en parle juste après. This is the beginnings. Voici le début de ce dont Gaza a besoin, de l'éducation. On sent la passion et l'envie d'apprendre de ces enfants. Mais malgré tous les enfants qui ont la chance d'être là, beaucoup sont encore en attente. Car nous avons besoin de construire plus de classes. Nous avons besoin de ces classes. Nous avons besoin de matériel. Remettons les enfants de Gaza à l'école. Let's get kids in Gaza back to school. Lucille Grosjean, la quasi-totalité des établissements scolaires de la bande de Gaza ont été endommagés ou détruits selon l'UNICEF. Selon l'ONU, l'UNICEF estime que plus de 600 000 enfants ne peuvent plus aller à l'école faute d'infrastructures, soit une immense majorité des écoliers. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre un retour à l'école depuis le cessez-le-feu ? Alors effectivement, c'est toute une génération d'enfants qui, depuis 2 ans et demi, est privée d'école. Donc c'est absolument massif en termes d'enjeux pour ces enfants eux-mêmes et même pour l'avenir plus globalement de Gaza. Donc il était absolument urgent de reprendre au plus vite une forme d'éducation, d'apprentissage pour ces enfants. Donc, comme vous l'avez dit, plus de 90% des écoles ont été détruites ou endommagées. Donc on a mis en place, l'UNICEF avec ses partenaires, une centaine de lieux d'apprentissage pour le moment qui permettent d'offrir un premier retour à l'école pour plus de 130 000 enfants. Le but, c'est petit à petit d'augmenter, d'arriver à près de 350 000 enfants sur ces 600 000 et on essaye de monter petit à petit et de passer à l'échelle, parce qu'encore une fois, le but, c'est le retour à l'école de tous ces enfants qui offre aussi une forme de retour à une certaine normalité qui est extrêmement importante vu ce que ces enfants ont traversé ces derniers mois et années. On parle des enfants. Ziad Majed, est-ce qu'on sait combien d'enseignants et personnels éducatifs ont été tués depuis le début du conflit ? Il y a des chiffres qu'on a vus et observés. Il y a des institutions qui ont travaillé également sur cela. On estime à plus de 300 le nombre d'enseignants et d'enseignantes qui ont été tués et à plus de 120 professeurs universitaires. Qui ont été visés délibérément ou pas ? Pas toujours. Il y a eu évidemment des personnes visées d'une manière délibérée et puis il y a eu des personnes qui étaient avec leur famille et qui ont été bombardées et tuées parmi les dizaines de milliers de civils qui ont été tués à Gaza. Mais en même temps, on sait qu'il y a une politique israélienne, la politique du génocide, qui cherchait également à imposer ce qu'on appelle l'éducide ou le scolasticide, c'est-à-dire la destruction du système d'éducation des Gazaouis, la destruction de l'avenir des enfants, afin d'anéantir la vie et l'existence palestinienne sur cette terre. Donc c'est délibéré. S'agissant de la destruction systématique des écoles, des universités et des infrastructures reliées à l'éducation, c'est délibéré de tuer des étudiants, des élèves, des enseignants et des professeurs, mais ça arrivait aussi tout au long de ces mois de bombardement qui ont visé toute la population civile de Gaza. Rami Abou-Jamous, vous qui êtes sur place, à quoi ressemble une journée d'école à Gaza dans un territoire qui est complètement ravagé ?
Déjà, pour ceux qui vont à l'école, ils ont vraiment de la chance parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. Vous avez dit qu'il y a 80% des écoles ont été partiellement bombardées ou détruites, mais les 20% qui restent, ils sont maintenant, c'est des endroits d'hébergement pour les déplacer, malheureusement, parce qu'il y a plus d'1,5 million qui se sont déplacés, qui ont perdu leur maison. Et donc, ceux qui suivent ces cours grâce à l'UNICEF, et ils ont vraiment de la chance parce que la majorité, ils n'ont pas cette chance-là. Déjà, avant d'aller à l'école, il faut parler de la santé des enfants. Et malheureusement, le système de santé, il est anéanti. Les enfants, ils sont toute la journée dans la rue parce qu'ils doivent aider leurs parents. Ils sont en train de chercher de l'eau le matin tôt avec la scène ou bien l'image courante qu'on voit tous les jours. C'est les enfants avec des jerrycans en train de faire la queue pour remplir de l'eau. Ils ne parlent même pas de l'eau potable. Après, ils font la queue aussi pour tout ce qui est nourriture, pour avoir un peu de nourriture parce que malheureusement, la majorité des familles dépendent d'aide humanitaire. Et puis, ils font des petits boulots. On les voit dans les marchés pour aider leurs parents parce que malheureusement, les parents, ils n'ont pas les moyens de le faire aller à l'école. Et plus que ça, et le pire de ça, c'est la santé mentale des enfants. Il y a plus d'un million d'enfants qui souffrent toujours de traumatisme et qu'on est toujours en train de vivre ce traumatisme du génocide parce que ça ne s'est pas arrêté. Et ce n'est pas aussi facile de revenir à la normale. C'est pas juste aller dans une école que ça va reprendre. Il y a des enfants qui ont vu leurs parents tués devant leurs propres yeux. Ils ont vu leurs parents déchiqueter la chair de leurs parents partout, calcinés devant leurs yeux, leurs amis, leurs familles, leurs proches. Donc, tout ce qu'ils ont vécu, les enfants de Gaza, c'est un génocide qui s'arrête pas. Et de revenir à la normale, c'est trop difficile. C'est très bien ces initiatives-là, parce que tout le monde veut. Moi, personnellement, j'ai cherché pour mon enfant qu'il aille à l'école, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais on a des centaines de milliers qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est ça, malheureusement, parce que la vie d'un enfant ici à Gaza, ça devient très dur pour un enfant. Ils sont devenus adultes très tôt parce qu'ils doivent aider leurs parents, ils doivent travailler pour leurs parents, ils doivent chercher de la nourriture pour leurs parents et pour leur famille. Il y en a aussi ceux qui ont perdu leurs parents, c'est-à-dire la mère et le père. Ils sont responsables pour leurs frères. Et c'est une responsabilité pour un enfant à ses autres enfants. C'est vraiment beaucoup de souffrance et ça ne s'arrête pas malheureusement. Et donc, c'est bien de retourner à l'école, mais ce n'est pas du tout suffisant et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui, la santé mentale des enfants, on va y revenir plus précisément. Lucille Grosjean, est-ce que l'école, c'est devenu une priorité humanitaire au même titre que l'eau ou la nourriture ? C'est une priorité effectivement pour nous parce que c'est aussi un moyen de retour à la normale et c'est fondamental pour les enfants dans ce processus aussi en lien avec les enjeux de santé mentale qui sont absolument énormes à Gaza. Ce retour à une forme de normalité aussi parce que ça met en jeu tout le futur d'un pays, d'un territoire, l'éducation et à Gaza on le sait, on était dans un des territoires qui avait un des plus forts taux d'alphabétisation, de diplômes universitaires, etc. Et c'était une vraie fierté, ce qui est normal. Et du coup, de reprendre ça fait partie d'une forme de reconstruction, donc c'est hyper important. Mais comme ça a été mentionné très, très justement, tout est urgent en ce moment à Gaza, en termes également bien sûr de santé, d'accès à l'eau, d'accès à l'alimentation. Et en même temps, en parallèle de toutes ces interventions d'urgence, il faut également penser au côté reconstruction parce que le but, c'est pas que dans 9 mois, quand reviendra un nouvel hiver, que les enfants, les familles soient encore dans des abris de fortune, que les écoles sont encore sous des bâches etc. Donc il faut réussir à avancer sur ces deux fronts en parallèle. Sachant que les acteurs humanitaires font encore face à pas mal d'obstacles en termes de livraison, de possibilités de livraison, de faire entrer du matériel dans Gaza, de le livrer, de le faire circuler correctement dans Gaza, etc. Donc il y a encore beaucoup de difficultés. Mais le but, c'est bien d'avancer sur tous ces fronts en même temps. Ziad Majed, le droit international humanitaire est censé protéger les écoles. Jamais dans une guerre, autant d'écoles n'ont été détruites. Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions ? Alors, vous savez, jamais dans une guerre, il y a eu autant de violations du droit international en espèce de plus de 2 ans et demi. Il y a eu des médecins ciblés parce que médecins, il y a eu des hôpitaux détruits, des ambulanciers tués et visés, les écoles que vous avez évoquées avec les enseignants et les professeurs et les étudiants. Et il y a eu les journalistes.
Il y a eu des accusations de génocide avec un consensus entre les experts, ou presque un consensus entre les experts et les organisations internationales s'agissant de ce génocide. Il y a 2 mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Gallant, pour crimes contre l'humanité. Il y a toute une série de commissions onusiennes qui ont évoqué l'apartheid, les crimes contre l'humanité et le génocide. Mais les complicités américaines pour couvrir Israël et pour même punir les juges qui osent enquêter sur les crimes israéliens, les complicités à haut niveau de la France avec le génocide et avec les génocidaires, en tentant aujourd'hui, par exemple, d'imposer un silence sur toute critique des crimes israéliens en instrumentalisant une cause noble qui est la cause de la lutte contre l'antisémitisme et en l'en transformant en un outil de chantage en faveur du gouvernement Netanyahou. Les complicités allemandes avec Israël et tant d'autres pays, avec aussi ceux qui sont silencieux du côté des gouvernements arabes et d'autres. Donc le droit international a été bafoué, violé, et il n'y a pas eu de sanctions viser une école, pour des raisons politiques. Viser une école, c'est viser l'avenir d'un peuple. C'est tout à fait ça. C'est ce que certains également ont appelé un futuricide, l'idée de détruire tout potentiel, d'affecter la santé mentale, d'affecter la santé tout court, de modifier même l'espérance de vie, d'humilier les gens, de les déshumaniser, sans école, sans nourriture, sans eau, avec des centres de concentration de population, soit dans des ruines ou à côté des ruines, transformer la ruine en tant que paysage normalisé par des centaines de milliers d'enfants aujourd'hui qui se déplacent entre des décombres. Tout cela fait partie de la politique génocidaire qui se poursuit, puisqu'il y a toujours une fin à Gaza, puisqu'il n'y a pas suffisamment de camions d'aide humanitaire qui rentrent, puisque les terres fertiles ont été brûlées par les bombardements israéliens, et parce qu'une partie de Gaza, 52% ou même plus, est toujours sous l'occupation militaire israélienne. Donc la politique du génocide continue, les complicités et l'absence de toute sanction créent une impunité. Et avec une impunité, il y a toujours des excès et un sentiment d'être intouchable malgré toute cette politique extrêmement criminelle et visant l'avenir même des Gazaouis et pas seulement leur présent. Rami Abou-Jamous, Lucille Grosjean l'a rappelé, le taux d'alphabétisation de Gaza avant la guerre était l'un des plus élevés au monde, avec environ 97%. Qu'est-ce qui vous raconte? Donc l'école était très importante à Gaza. Qu'est-ce qui vous raconte les enfants? Est-ce qu'ils ont envie de retourner à l'école ou est-ce qu'ils ont peur? Parce qu'on rappelle que beaucoup de ces écoles ont servi de refuge et ont été visées par l'armée israélienne. Oui, malheureusement, c'est la stratégie israélienne de détester l'endroit où on aimait. Ça s'applique pas que sur les écoles, mais ça s'applique sur tous les endroits où on a subi un génocide ou des massacres. Mais surtout parce que la majorité de la population a été hébergée ou bien abritée dans ces écoles-là. Les gens, et surtout les enfants, ils ont pas envie d'aller dans l'école où ils ont vu leurs parents tués dans cette école-là ou bien bombardés ou fuir. Moi, je vous donne l'exemple des enfants de ma femme, Sabah. Au début, ils étaient abrités dans une école dans la rue Al-Nasser, dans la ville de Gaza. Et à chaque fois, on passe devant cette école qui maintenant il est à moitié détruite. C'est des nouveaux souvenirs. Ils disent on ne veut plus retourner ici. Et c'est un endroit pour reprendre l'école. Et même pour eux, pour reprendre l'école, on a du mal à le remettre dans les écoles parce que pour eux, c'est un endroit dangereux. Et c'est un endroit où ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur d'être bombardés. Et ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas que l'école. Moi, ce qu'on a vécu, c'est un gazacide. C'est-à-dire, c'est un peuple qui était en train de se faire tuer ou massacrer, mais tout, l'archéologie, l'histoire, les écoles, l'enseignement, on a un petit problème de liaison, on va revenir vers vous. Lucille Grosjean, les enfants ont perdu des frères, des sœurs, des parents, leur maison, certains sont mutilés. Au-delà de l'accès à l'école, est-ce que l'UNICEF met en place un accompagnement psychologique pour ces enfants ? Oui, parce que c'est comme ça a été très bien dit, vu ce par quoi les enfants, les familles sont passés à Gaza depuis 2 ans et demi, c'est absolument fondamental. Donc même dans ces
programme de retour à l'école là qu'on a relancé, il y a bien sûr des cours de mathématiques, de lecture, etc. Mais il y a aussi des espaces de jeu, il y a aussi de l'accompagnement psychosocial, parce qu'on sait, j'ai pas envie de dire quoi, je sais pas si c'est vrai de dire ça, mais tous les enfants sont traumatisés à Gaza, puisqu'ils ont traversé. Donc c'est effectivement un programme, la santé mentale, qui devient absolument nécessaire vu la situation. Et comment reconstruire une société quand presque tous les enfants sont traumatisés ? Alors là, c'est le grand défi, et j'aime beaucoup le terme, c'est pas le bon terme, mais j'apprécie beaucoup ce concept de gazacide, parce qu'il est encore plus puissant que les autres concepts utilisés pour décrire ce qui se passe. Il y a toute une société à reconstruire. On peut toujours dire que les Palestiniens ont connu, durant leur longue histoire de résilience, de lutte, et de résistance à tous les niveaux psychologiques, culturels, sociétals, des épreuves terribles, et ils sont restés sur leur terre, ils sont reconstruits à chaque fois. Est-ce que c'est un traumatisme programmé ? C'est un traumatisme qui a été programmé. Certainement. Dans la définition même du génocide, la question d'affecter la santé mentale d'un groupe ou d'une partie du groupe, elle est évoquée. Et là, quand on impose pendant plus de 2 ans des raids aériens d'une manière quotidienne, quand on affame, quand les enfants voient les cadavres et les corps de leurs parents ou de leurs voisins, quand il y a la terreur, quand il y a la soif, quand il n'y a pas accès aux toilettes, quand l'eau n'est plus potable, quand on est obligé de transporter des sacs de farine sous les tirs des snipers, il y a une volonté de traumatiser et de marquer les esprits des survivants, afin qu'ils se rappellent toujours de cette souffrance. Mais la reconstruction et la résilience des Palestiniens, elle est peut-être le seul espoir, mais ça va prendre du temps, c'est très difficile, et les organisations qui aident, qui assistent à ce niveau, font un très grand travail, et voilà. Mais certainement, c'est volontaire. Ce n'est pas une catastrophe naturelle qui a eu lieu, c'était une politique délibérée. Rami Abou-Jamous, l'avenir, c'est aussi la natalité. On parlait des enfants. Les femmes enceintes n'ont pas accès aux soins. Est-ce qu'on observe une baisse des naissances sur place ? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a une volonté de faire des enfants. Moi, personnellement, avec ma femme, pendant le génocide, on a pris cette décision-là. On a vu qu'il y avait beaucoup de fleurs qui se sont fanées, malheureusement, qui ont été tuées par les Israéliens. Et on a pris cette décision d'avoir un enfant. On a eu Ramzi sous une tente. Maintenant, il a 1 an, Ramzi. Et je crois qu'il y en a beaucoup comme nous. Et ils ont pris cette décision-là de continuer. C'est vrai, c'est un grand risque, parce que pour une femme enceinte dans ce genre de conditions, c'est un grand risque. Il y en a beaucoup qui ont fait des fausses couches. Il y en a beaucoup qui ont eu des enfants, malheureusement, qui sont pas en bonne santé. Il y en a d'autres qui ont perdu leurs enfants. Mais il y a toujours cette continuité, parce que c'est notre façon de résister. C'est rester ici. On sait très bien que le but de ce génocide, c'est la déportation de la population, c'est anéantir cette population, c'est faire fuir cette population. Et donc nous, notre façon de résister, c'est voilà. On a pris cette décision-là. Il y en a eu un lionceau, on voulait une fleur, mais on a eu un lionceau. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont eu, je crois que 60 000 personnes, 60 000 enfants étaient nés pendant ces génocides. Le chiffre n'est pas exact, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont cette volonté-là d'avoir des enfants, de résister sur cette terre-là, parce que c'est notre façon de résister, c'est rester ici. Et malheureusement, les conditions pour un nouveau-né et les conditions pour des femmes enceintes, que ce soit pour l'accouchement, la suivi, le vaccin. Moi, j'ai eu de mal pour avoir un vaccin à mon fils. Et à la fin, j'ai pris recours pour MSF. Ils avaient le vaccin, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et donc, on a toujours affronter des problèmes qui sont créés malheureusement par ce gouvernement israélien qui veut anéantir la population, priver de la population de tout, mais on essaie à notre façon de résister et de dire qu'on est toujours là, et que malgré ce gaz acide, le Palestinien existe, le Palestinien est toujours là, et on va y rester et essayer de résister. Merci beaucoup, Rami Abou-Jamous, pour votre témoignage. Merci également à vous, Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris. On rappelle votre livre, Le Proche-Orient, miroir du monde, aux éditions La Découverte. Merci à vous également, Lucile Grosjean.